Voilà, donc le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est la question que j'ai posée en ces termes. Peut-on explorer le territoire de la mort? Voilà, vaste sujet. Alors, la première référence que je voudrais vous citer, qui est un petit peu le début de tout ce cheminement par rapport à cette question pour moi, remonte à la lecture d'un ouvrage de Werber, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Les Thanatonautes. Le livre est plus ou moins réussi, je sais qu'il y a de grands amateurs, je ne suis pas une aficionada, mais le roman m'a plu. En tout cas, le passage qui m'avait marqué, c'était la réflexion sur le terme même de thanatonaute, puisque thanatos, c'est la mort, et le suffixe qui a été adjoint pour faire thanatonaute signifie navigateur. Et donc, le personnage de ce roman, qui était anesthésiste, je crois, voulait explorer le territoire de la mort, et il faisait cette comparaison en disant finalement, c'est la seule chose qu'on n'a pas encore explorée. On a découvert l'Amérique et on l'a explorée. On a découvert l'espace et on est en train de l'explorer. Concevons la mort comme un territoire nouveau et allons l'explorer. Et donc, dans ce roman, la personne qui a cette idée-là mène des expériences douteuses, d'abord sur des prisonniers, en les amenant aux limites de la mort pour les faire revenir ensuite. C'est un filon qui a beaucoup de succès. Je ne sais pas si vous vous intéressez au sujet, mais il y a une série à l'heure actuelle qui s'appelle The OA, donc O et A, Original Angel, et qui explore justement les personnes, on va donner les définitions, mais qui font des EMI volontaires pour explorer le territoire de la mort. Juste brièvement, parce que ça va être au cœur de notre réflexion. EMI, ce sont les initiales choisies en France pour caractériser les expériences de mort imminente. Donc tout ça, je vais le définir après, mais qu'on ne soit pas juste sur des initiales vides de sens. En anglais, les initiales sont NDE, peut-être que vous connaissez mieux celle-là, parce que c'est quand même la plus employée, pour Near Death Experience. Voilà. Donc expérience de mort imminente. Voilà. Donc, je vous disais que voilà, le livre Les Thanatonautes, je crois qu'il date de la fin des années 90, enfin écrit en 94, donc je ne sais plus exactement quand il a été publié. Et à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'exploration de cette veine-là, explorer le territoire de la mort en faisant des expériences de mort infligées, tout en essayant de ramener les gens pour dire « Alors, qu'est-ce que tu as vu ?» Donc, ce qui est un petit peu limite, hein, on en conviendra. On va en reparler. Pour l'instant, c'est du roman. Pas que, mais on va en reparler. Voilà, donc, outre le contenu du livre que j'évoque, la métaphore m'avait à l'époque beaucoup marqué. Le fait de considérer dans ce roman la mort comme un territoire inexploré, avec possibilité d'y envoyer des explorateurs et d'aller avancer petit à petit sur le territoire en ramenant à chaque fois les découvertes qui ont été faites. Et c'est pour ça que je vous en parle à ce moment-là, en guise d'introduction. Alors, le principe de ce continent nouveau à explorer, celui de la mort, m'intéresse particulièrement parce qu'il pose en fait cette question complètement aporétique sur laquelle je vais revenir, qui est, puisque avec la mort, on est dans, finalement, ce qui est inaccessible à l'humain, comment le cerveau, les moyens de connexion humains peuvent concevoir, voir quand ils le traversent, ce territoire nouveau. Donc évidemment, c'est tout l'objet de ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai un exemple sur lequel je voudrais commencer. On raconte que les indigènes d'Amérique, ce qu'on a appelé les Indiens d'Amérique, à l'approche des caravelles, n'ont pas vu les caravelles. On dit que les caravelles, vous savez, c'était ces bateaux énormes des explorateurs, des navigateurs, et qu'en fait, il y a eu une espèce d'impossibilité pour ceux qui ne pouvaient pas concevoir l'existence de si gros bateaux,
de voir avec leurs yeux, parce qu'ils n'avaient pas le concept en tête, ce qui était pourtant des énormes bateaux à l'horizon. Et l'histoire voudrait que ce soit par le mouvement des vagues qu'ils ont compris que quelque chose d'énorme arrivait vers eux. Et on fait ça, nous, quasiment tous les jours. Pareil, on va en reparler, hein. Je vais creuser ces idées, là c'est mon introduction. C'est-à-dire que quand il y a un petit bug dans la réalité, notre cerveau l'efface et le remplace par quelque chose qui fait sens. Voilà. Et là, pour des caravelles, vous comprenez que c'est un petit peu plus énorme que pour une coquille sur un article qu'on est en train d'écrire sur un ordinateur. Donc, cette histoire me semble très importante parce qu'elle est complètement dans le vif du sujet qui est le mien aujourd'hui. Alors justement, il y a une distinction que je voudrais faire en premier lieu, qui est que ce dont on va parler aujourd'hui n'est pas « qu'est-ce que la mort ?» Le sujet « qu'est-ce que la mort ?» Enfin, on pourrait faire des conférences là-dessus, hein, il y a moyen. J'ai de quoi en parler pendant pas mal d'heures, mais je ne vais pas vous infliger ça. Mais évidemment, pour répondre à la question « qu'est-ce que la mort ?» on irait dans la philosophie, on irait dans les religions, ou pour ceux qui y sont peut-être plus ouverts, on pourrait aller voir du côté de ce que voient les médiums, ou aborder les questions traitées dans d'autres ouvrages, des vies antérieures ou des choses comme ça. Vous savez aussi qu'il y a un livre assez connu sur le sujet, le livre qui est appelé en français le livre de la mort tibétain, le Bardo Todol, qui a donné lieu, alors je ne sais pas si vous connaissez le réalisateur Gaspar Noé, qui avait fait un film affreux, hein, à ne pas regarder le soir, qui s'appelle Enter the Void, et qui commence par quelqu'un qui perd la vie, et le film s'inspire du Bardo Todol pour imaginer ce qui se passe entre le moment où il quitte son corps et le moment où il retrouve une enveloppe charnelle, sur la base du Bardo Todol, du livre des morts tibétains. Donc ça, ce serait plutôt qu'est-ce que la mort ? Je pense que je reviendrai sur cette référence, mais on a aussi des propos de rishis, donc les voyants de l'Inde, hein, pour caricaturer, sur les autres mondes. Il y a, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Yogananda. Yogananda, c'est un homme indien qui, dans les années 20, est allé en Amérique faire des conférences qui ont beaucoup marqué les esprits et qui a créé des écoles de toutes les religions, des choses comme ça. Et il avait un maître qui s'appelait Sri Yukteswar et qui lui apparaissait après sa mort et qui lui racontait ce qu'étaient les espaces dans lesquels il évoluait. Donc il y a toutes ces explorations-là. Alors pour certains plutôt matérialistes, c'est beaucoup de mots pour pas grand-chose et beaucoup de bruit pour rien. Pour d'autres, c'est une source de connaissances extrêmement précieuses, mais c'est vraiment votre positionnement est entièrement libre, évidemment. En tout cas, voilà, c'est pas notre sujet. Donc, notre sujet, c'est bien, j'insiste, peut-on explorer le territoire de la mort? Et ce questionnement, il est très différent de qu'est-ce que la mort, parce qu'il touche aux questions neurologiques que j'ai commencé à aborder, c'est-à-dire au fonctionnement de notre cerveau, et qui soulève en fait le paradoxe de l'aporie. Alors là, je me rends compte en disant que ça fait un petit peu jargonneux tout ça. Donc, qu'est-ce que j'appelle le paradoxe aporétique du questionnement sur la mort? C'est en fait la question que je posais initialement. Comment peut-on concevoir l'inconcevable? C'est aporétique, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Donc on peut élucubrer pendant toute l'heure qui vient, finalement, on peut se dire, bah, elle est gentille, elle ne nous donnera pas de réponse, mais si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait des lectures qui m'ont fait dire qu'il y avait sans doute dans la pensée sur la mort quelque chose, sinon de considérable, du moins de très stimulant, à prendre en compte, et c'est ce dont on va parler. Je vois que je fais beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets d'annonce, voilà. Et évidemment, toujours dans ce paradoxe aporétique, il y a toute la question de comment concevoir l'inconcevable. Donc ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas franchi les portes de la mort, hein, je ne sais pas comment dire autrement. Donc les gens comme certains d'entre vous et moi, j'ai jamais fait d'expérience de mort imminente, donc je n'ai jamais exploré le territoire de la mort ou cru l'explorer, parce que là encore vous êtes libre de vos croyances. Donc comment concevoir l'inconcevable? Mais pour ceux
qui ont franchi ces portes-là, il y a une autre question qui se pose, c'est comment percevoir ce qui nous dépasse. Et là, est-ce que le cerveau ne va pas autocorriger et oblitérer? C'est la question qu'on va poser. Et comment, si on parvient à percevoir ce qui se passe une fois qu'on est dans cette expérience étrange, comment trouver les mots pour ceux qui n'en ont pas, puisque ça n'est pas une expérience humaine ouverte à tous, fréquentée par la plupart d'entre nous et le commun des mortels. Donc il y a ce double challenge. Pour ceux qui n'ont pas franchi la limite de ce qu'on définit comme la vie, comment aborder cette question énorme qui n'est pas faite pour les hommes. Et là, vous êtes tombé sur la bonne personne parce que c'est ce genre de paradoxe aporétique. Moi, vous me dites paradoxe aporétique, je suis partie pour 5 années de recherche. Et donc, j'en ai déjà consacré 7 à une thèse sur l'indicible. Et donc, on est à fond dans mes questions clés. Donc, ces questions-là, donc là, elles touchent la mort, mais elles vont rejoindre les questions que je me suis posées et que se sont posées beaucoup d'autres avec moi sur la conception et la mise en mots des expériences divines, donc des expériences de foi. Encore une fois, c'est pas une question d'être croyant ou pas, c'est plus une question fondamentale de comment dire ce vers quoi les gens sont allés, alors que ça n'est pas une expérience humaine partagée par tous. C'est cette question-là. Donc cette réflexion sur la mort rejoint un petit peu la question que j'ai posée dans ma thèse, soulevée dans ma thèse, sur comment approcher la notion de Dieu. Et évidemment, ici, on a toute cette tradition des philosophes et des poètes. Et je voulais vous citer, parce que c'est peut-être une voie pour aborder le territoire de la mort, la tradition de la théologie négative. Alors, je ne sais pas si certains connaissent ça. Il y a une veine philosophique qui part du principe que comme l'idée de Dieu a été peut-être créée par les hommes pour parler de ce qui les dépasse. Donc il y a des religions qui pensent que Dieu est comme ci, comme ça. Mais il y a d'autres veines de la pensée, voire de la foi, qui considèrent que Dieu, c'est l'envers de l'homme, c'est ce à quoi on n'a pas accès. Et ce qu'on appelle la théologie négative, c'est le fait de concevoir que si on parle de Dieu avec des mots d'homme, on va forcément passer à côté. Mais en revanche, qu'on peut essayer de finalement choper Dieu par le contour, c'est-à-dire, à force de dire ce qu'il n'est pas, définir une sorte d'espace, une sorte de silhouette qui ferait, Dieu c'est ça. Ça n'est pas ci, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Je suis sûre que ça n'est pas ça. Et petit à petit, on resserre finalement l'ampleur conceptuelle autour d'un vide qui est inconcevable, mais qui est délimité. C'est un petit peu ça l'idée. Eh il y a la possibilité de faire ça avec la mort, évidemment. Si je vous dis, voilà, la mort, c'est ce qui n'est pas la vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça va être un peu short, et en plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc ça m'embêterait beaucoup que vous vous contentiez de ça. Donc, je voulais aborder la question de la théologie négative, et puis aussi de la question du rapport au divin de ceux qui ont l'impression d'avoir vécu des expériences mystiques, ou du moins poético-mystiques, et du coup qui aborde le deuxième point de ce que j'ai annoncé en introduction, c'est-à-dire il n'y a pas que le problème de concevoir la mort inconcevable, il y a la question, si quand bien même certains pourraient la concevoir, de la restituer, d'en restituer l'expérience à ceux qui ne l'ont pas vécue alors que des mots ne sont pas faits pour la contenir. Donc, double paradoxe. Et du coup, évidemment, là, il y a toute une tradition poétique. Je pense aux méditations poétiques de Lamartine. Il y a une méditation poétique qui s'appelle Dieu. Donc, on est en plein dedans. Et là, il tord la langue et il utilise des oxymores qui sont la meilleure manière de concevoir l'inconcevable. Concevoir l'inconcevable, c'est oxymorique. Et donc, dans ce poème, il dit, il parle de son processus ascensionnel pour, je le cite, concevoir de Dieu l'inconcevable essence. Donc on est bien toujours là-dedans. Je pense aussi au procédé de la métanoïa. Alors, je ne sais pas s'il y a des lecteurs assidus d'Agrippa d'Aubigné.
Je vous avoue que je lis pas ça tous les soirs, c'est un peu ardu, mais je me souviens très bien que donc dans son œuvre, Les Tragiques, qui suit en fait un itinéraire par le chemin de livres poétiques et qui aboutit finalement, qui aboutit au livre 6 où il est question de vengeance et au livre 7 où il est question du jugement dernier. Et dans ce livre 7, le poète dit bien que c'est impossible d'accéder à ce qui le dépasse. Et puis au bout d'un moment, il dit « Mais quoi, c'est trop chanté, il faut tourner les yeux, ébloui de rayons vers le chemin des cieux. » Ou de Dieu, je sais plus. Et donc, en fait, il passe son temps à dire qu'il ne peut pas y accéder. Et puis, paf, dans son poème, il nous dit « Regardez, il y a des rayons partout. On y va. » Et il dit « C'est fait, voici le règne de Dieu. » Donc, on se retrouve... trimballé dans son poème par une espèce de transmutation poétique. Il y a quelque chose de très alchimique là-dedans, une espèce d'incantation qui dit « je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, paf, j'y suis ». Et là, si certains ont un peu des lectures mystiques, on est complètement dans ces espèces de procédés de Carmen Carminis, le charme, la poésie qui est enchanteresse pour nous faire accéder à d'autres dimensions, et qu'on va retrouver dans des domaines qu'on décloisonne parce que nous, on est occidentaux, donc on a moins cette tradition, mais qui va être celle de la méditation et de ces espaces-là. Et évidemment que par la prière, il y a ce lien entre poésie et méditation de manière occidentale, et puis on a tous des pratiques méditatives, même sans en avoir conscience. Donc tout ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Et donc, je voulais faire ce parallèle avec Dieu pour vous montrer les tentatives humaines et poétiques pour aborder les sujets qui ne se prêtent pas au langage humain. Et pour la mort, il y a évidemment de nombreux poètes qui se sont cassés les dents. Et je voudrais citer le recueil Chants d'en bas, donc, qui porte quand même un titre assez explicite, d'un poète qui s'appelle Philippe Jacotet. Donc le recueil date des années 70 et il s'attaque dans ce recueil à l'expérience de la mort. Et toute sa réflexion est réflexive, je n'ai pas fait exprès, mais donc réflexive, ça veut dire qu'elle se réfléchit elle-même dans le cœur du poème. Et il se demande comment parler de la mort alors avec le contenu des mots, puisqu'il se dit que si les mots arrivent à saisir l'essence même de la mort, ils en seraient détruits puisqu'ils sont humains. Donc là encore, on est dans des délires apodrétiques et de dépassement de l'aporie, mais c'est mon violon dingue. Voilà. Et donc, il se demande comment faire rentrer la mort dans les mots, alors que la mort, je le cite, pourrait faire pourrir même les mots. Donc si vraiment les mots humains arrivent à toucher la mort, ils devraient en être détruits. Donc ça veut dire qu'on ne peut faire que des approches par l'extérieur. Et donc finalement, les mots ne diront jamais la vérité de l'expérience. Donc il y a quelque chose de définitivement aporétique dans cette expérience. Bon, alors du coup, maintenant que je vous ai montré toutes les barrières qui se dressaient devant moi dans ce défi, peut-on explorer le territoire de la mort? Et pareil, si je vous réponds non, voilà, on aura fini tout, on a toute l'après-midi devant nous, mais c'est pas ce que je vais faire malheureusement pour vous. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai été pour ma part particulièrement frappée par une conférence donnée par Raymond Moody, que certains connaissent peut-être, M-O-O-D-Y, je vais vous en reparler. On était à la Mutualité, cette grande salle parisienne de 1789 places, puisqu'évidemment il y a un sens, et on était en février 2015. Et Raymond Moody venait de publier un ouvrage, ou avait récemment publié un ouvrage, qui s'appelait « Donner du sens au non-sens ». Alors, je vous présente en 2 mots Raymond Moody. Raymond Moody, en fait, il a été très connu dans la fin des années 70 et surtout les années 80. Plus tard, chez nous, en France, parce que nous sommes un peuple cartésien et puis de l'esprit des Lumières, ce qui n'a quasiment aucun sens, mais ce serait l'objet d'une autre conférence. En tout cas, on est réfractaire aux questions de l'après-vie depuis pas mal de décennies maintenant, bien qu'il y ait toujours eu des courants qui s'y ouvrent et qui essayent de prendre ces questions-là à bras-le-corps.
quoi qu'il en soit, Raymond Moody était très connu dans ces années-là parce que c'est un des premiers à avoir consacré ses recherches aux témoignages d'expériences de mort imminente, donc de Near-Death Experience, d'expérience de mort imminente, EMI. Au début, comme il le raconte dans ses ouvrages, traduit chez nous par La vie après la vie, pour son ouvrage le plus connu de ces années-là, qui a été évidemment modifié, amplifié au fil des nouvelles publications. Il raconte qu'au début, il n'avait pas prévu d'être Raymond Moody. Ah, le gars qui étudie les EMI. Il n'avait pas prévu ça comme carrière, en fait. Et puis, en fait, c'est son expérience qui l'a conduit à ça, c'est-à-dire qu'il a vu des gens à qui il était arrivé, qui avaient été déclarés morts par les médecins, et qui, après un temps considéré par les médecins comme un temps trop long pour pouvoir en revenir avec toutes ses facultés, sont revenus avec toutes leurs facultés. Et donc il a eu quelques témoignages en ce sens, parce qu'il était docteur en psychiatrie, et il a commencé à se rendre compte que c'était surprenant, parce que des personnes qui ne se connaissaient pas les unes les autres racontaient des étapes dans ce qu'ils avaient vécu, qui correspondaient d'un témoignage à l'autre. Alors maintenant, on les connaît bien, elles ont été reprises par plein de fictions et pas mal de séries, plein de films, etc. Et puis c'est même rentré dans la vulgate. Mais en gros, là je schématise évidemment, lui il fait plein de nuances. Mais en gros, on retrouve les étapes. Alors la première étape, c'est en général la vue subjective du corps, c'est-à-dire la personne a la sensation de s'élever au-dessus de son corps et de voir la scène d'en haut. Et là, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler, il y a certaines personnes qui décrivent l'intervention chirurgicale, qui peuvent rapporter les mots qui ont été dits, par exemple l'heure du décès qui a été proclamée. Il y en a aussi qui ont un sentiment qui ne sont pas juste au-dessus de leur corps, qui ont un sentiment beaucoup plus haut de non-localité, et qui du coup voient aussi ce qui se passe dans les autres pièces. Et donc ça donne des scènes cocasses, le mot est totalement inadapté, mais en tout cas significatives, où la personne revient à elle en disant à sa sœur mais pourquoi t'as pas arrêté de pleurer dans l'autre pièce, tu crois que c'était facile pour moi? Bon, et l'autre dit mais comment tu savais que je pleurais dans l'autre pièce en fait, puisque tu étais en train de mourir dans la pièce où je n'étais pas. Donc ça donne, c'est pour ça que je disais cocasse, mais évidemment en histoire de vie ça ne l'est pas du tout. Donc il y a cette première étape de vue subjective. Il y a une deuxième image forte qui est celle du tunnel de lumière et de la sensation rapportée d'amour inconditionnel, se sentir flotter dans un espace d'amour inconditionnel, un tunnel de lumière. Si certains connaissent d'ailleurs les tableaux de Jérôme Bosch, il y a ce tunnel de lumière qui apparaît dans Le Paradis. Et puis c'est repris partout, il y a plein de représentations picturales d'à peu près tous les siècles. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est pas mon propos, mais je trouve ça quand même significatif et intéressant. Ensuite, il y a dans de nombreux cas la présence des personnes défuntes auxquelles on était attaché de leur vivant. Donc, par exemple, ça va être retrouver ses parents qui sont décédés 15-20 ans auparavant. Et ensuite, donc il y a beaucoup d'étapes dont je pourrais parler qui sont passionnantes. Il y a par exemple l'étape du panorama. Alors celle-là est moins connue, mais c'est une de mes préférées. Donc l'étape du panorama, c'est l'idée d'avoir la sensation, donc évidemment les mots sont imparfaits, de voir simultanément toutes les scènes clés de sa vie en les vivant de manière polyémotionnelle. C'est-à-dire non seulement dans les émotions qui étaient celle de l'incarnation dans laquelle on était, mais aussi les émotions de ceux qui participaient à la scène. Et du coup, par exemple, si c'est des scènes violentes de colère à l'égard du conjoint, ou de rupture, ou de choses comme ça, de reproches, la personne qui vit ce panorama revit aussi ce qu'a reçu dans sa subjectivité la personne qui a reçu ces paroles blessantes ou ces paroles énervées. Et donc, c'est
c'est polyémotionnel, c'est intersubjectif en fait, c'est la pénétration de la subjectivité affective des autres. Donc c'est assez considérable visiblement pour ceux qui ont vécu une EMI, puisque en général ça donne lieu à des changements de posture dans la vie, alors la vie après la vie, c'est ce que Raymond Moody considère comme l'exploration, mais dans la vie après la vie après la vie, c'est-à-dire celle du retour à la vie, et dans laquelle certaines personnes disent bah voilà, je ne savais pas que je faisais autant de mal, je ne veux plus être cette personne-là. Et il y a visiblement beaucoup de gens qui reviennent de cette expérience-là en prenant des décisions beaucoup moins matérielles et beaucoup plus affectives. Il y a pas mal de carrières financières qui sont abandonnées et pas mal de rapprochements familiaux qui sont envisagés, qui sont concrétisés. Donc, ou des rapports aussi, des connexions au monde de l'art et tout. Et le monde de l'art sera au cœur de ce qu'on dira après. Voilà. Il y a aussi régulièrement le récit de la question du choix clairement formulé. C'est-à-dire le moment où la personne qui vit cette expérience se voit proposer de continuer l'ascension. Alors c'est une métaphore, hein, l'ascension, c'est pas si ça monte. D'ailleurs on dit toujours là-haut, dans l'autre monde, on lève les yeux, on n'est pas dans l'autre monde. C'est très bizarre. Donc à ce moment-là, on leur dit est-ce que tu veux continuer dans ce sens-là ou revenir à la vie terrestre, tu as le choix. Et alors là, en général, c'est la responsabilité affective qui l'emporte, puisque ceux qui ont décidé de continuer, ils ne sont pas là pour nous dire « Ah j'ai décidé de continuer ». Voilà. Donc ceux qui ont décidé de revenir racontent qu'en général, il y a un flash, une vision de leur enfant, ou quelqu'un qui est seul, ou quelqu'un qui a besoin d'eux, ou ils sentent la détresse. C'est pour ça qu'il y a pas mal de travaux qui sont faits sur ces questions-là, en neuro, dans pas mal de domaines médicaux maintenant, surtout pas chez nous. À l'université de Bruxelles, il y a un laboratoire de recherche sur les EMI, en fait, avec Aminata Bissego, dont on peut trouver les conférences facilement. C'est super intéressant. C'est vraiment des chercheurs scientifiques, hein, c'est pas des gourous en sari. Voilà, l'exotisme faisant très peur enfin l'exotisme déjà, on peut en discuter, mais le sari faisant très très peur au public français, à raison pour une part, mais des fois abusivement. Fin de la parenthèse. Quoi qu'il en soit, en général, c'est donc une raison affective qui conduit à revenir. Et en général, voilà, l'impression de n'avoir pas fini quelque chose ou de devoir assister quelqu'un. Et donc, il y a toute la question, donc ce qui est étudié, donc je vous parlais de ces laboratoires, mais il y a effectivement la prise de conscience que quand les personnes sont en fin de vie, il y a des gens qui vous conseillent de ne pas pleurer ou dire « Reviens, reviens » à côté du lit de la personne décédée pour qu'elle puisse faire son ascension tranquillement. Ça devient de plus en plus admis. Voilà, que ce qu'on fait au moment de la mort de quelqu'un n'est pas anodin par rapport au franchissement des étapes. Il y a aussi chez Moody et chez d'autres toute une réflexion sur le suicide. Vous savez que dans la religion chrétienne, le suicide, c'est l'interdit ultime. Et c'est assez fascinant et interpellant de constater que dans les récits des personnes qui se sont suicidées et qui ont fait une EMI, elles rapportent le fait de s'être fait rejeter, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'était pas le bon chemin, que c'était dissonant, que c'était pas bon. Et voilà, pareil pour l'usage des drogues, visiblement, l'après-vie n'est pas extrêmement d'accord avec l'usage de drogue. Voilà, donc a priori, il y a des interdits humains qu'on retrouve surtout dans les philosophies et les spiritualités, dont on ne sait finalement pas l'origine, et qui se voient comme validés par ces récits. Alors encore une fois, je ne vous demande pas de croire à ces récits, je travaille sur ma question. Hein ? Permettez ? Voilà. Donc, voilà, j'en étais au moment du choix, et donc voilà, certains reviennent pour raisons affectives, en se disant on ne va pas laisser un tel toute seule, qu'est-ce qu'elle va faire si je ne suis pas là ? Et pouf, les gens reviennent.
Et c'est comme dans les sorties de corps, les Out of Body Experience, donc OBE, où les personnes ont l'impression de réenfiler leur corps comme un gant. C'est-à-dire cette impression que c'est fait sur mesure, mais en même temps d'être à l'étroit, quoi. Qu'on n'est pas libre, quoi. Et apparemment, c'est toujours un peu brutal, et il y a toujours cette tentation de se laisser flotter et de laisser faire. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui sont faites pour parler des OBE avec les personnes des EMI aux personnes en fin de vie, parce que la plupart des EMI sont extrêmement rassurantes. Apparemment, les sensations de la mort, c'est pas, une fois le dernier souffle expiré, ne sont pas des sensations de douleur, mais plutôt d'amour infini, etc. Donc, apparemment, ça accompagne mieux les mourants que le matérialisme, c'est-à-dire de dire bon, on ne sait pas, hein. On n'a pas vu, on ne sait pas. Au revoir. C'est terrible. Bon, quoi qu'il en soit. Voilà ces différentes étapes déterminées par l'étude quasi-structuraliste conduite par Raymond Moody dans les années 70-80. Et donc, je vous disais, au début, il avait quelques témoignages, et après, il a vraiment rassemblé, il en a fait vraiment ses recherches, comme tout chercheur. Il a croisé ses sources, et il a lancé un grand appel à témoignages, et il a recueilli, je ne sais pas combien de milliers de témoignages, et après, il les a étudiés un à un, pour faire vraiment une analyse des ressemblances et des dissemblances. Je signale qu'il y a des EMI négatives qui font très très peur aux gens. Donc les EMI négatives, c'est ceux qui partent sur un chemin où ils ont l'impression que ce qui les attend est infernal, ils se sentent complètement oppressés dans un espace noir, etc. Et là encore, il y a des travaux assez intéressants et assez rassurants, parce que c'est quand même une idée super angoissante, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si vous avez lu les ouvrages de Sylvie Détiolaz. Sylvie Détiolaz, c'est la biologiste qui a travaillé sur le cas de Nicolas Fraisse, qui a été assez médiatisé ces dernières années. Et donc Nicolas Fraisse, on dit que c'est un expérienceur. Un expérienceur, c'est quelqu'un qui vit ce que moi je ne vis pas, par exemple, c'est-à-dire des sorties de corps, des sorties de corps notamment. Apparemment, il vit plein d'autres choses assez extraordinaires. Et en fait, Sylvie Détiolaz explique que ça a été très difficile pour elle de trouver comme sujet de son étude sur les sorties de corps un expérienceur qui sache sortir de son corps à volonté et en revenir à volonté, parce qu'il faut un processus conscient. Et en général, ça échappe pas mal aux expérienceurs. Donc déjà, c'était très difficile. Et donc en fait, après, Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier ont essayé avec Nicolas Fraisse de regarder si si on pouvait prouver l'existence des OBE, c'est-à-dire des sorties de corps. Et en fait, ils y sont arrivés. Voilà. Et c'est ce qu'il y a dans l'ouvrage. Je ne sais plus si c'est Voyage au cœur de la conscience ou quelque chose comme ça. Le cas Nicolas Fraisse, c'est le sous-titre, le cas Nicolas Fraisse. Et en fait, ils sont arrivés donc ils ont fait une expérience en double aveugle. Il y avait une salle où il y avait un ordinateur qui projetait des images en aléatoire, dont tout le monde ignorait le contenu, tout le monde ignorait tout parmi les gens dans l'autre pièce. Et Nicolas Fraisse était enfermé à double tour dans l'autre pièce, sous surveillance. Et il devait ramener l'image qui avait lieu à tel moment sur l'écran. Et comme ça, si à chaque fois il ramenait la bonne image qui avait lieu à telle heure sur l'écran, on pouvait dire que vu qu'il était sous contrôle dans une pièce fermée à double tour, il avait de bonnes chances qu'il y soit allé d'un autre moyen. Voilà. Et donc, les 7 fois où Nicolas Fraisse est allé dans la salle, il a ramené l'image, la bonne image qui correspondait. Donc on peut dire que quand même c'est assez prouvé. Sylvie Détiolaz est très prudente parce que c'est une vraie scientifique dans tout ce qu'il y a de pleinement post-matérialiste. On en reparlera. En tout cas, j'ai beaucoup d'estime pour elle et pour son travail. Et du coup, voilà, il y a eu cette preuve-là qui a été apportée. Je disais tout ça parce que dans ce livre, Voyage aux confins de la conscience, pardon. Ouais, c'est ça. Voyage aux confins de la conscience, du coup, ils ont fait beaucoup d'expériences avec Nicolas Fraisse pour voir à quoi correspondaient ces sorties de corps. Et donc, ils ont fait plein d'expériences de sorties de corps. Et il y a eu un moment où il y a eu une expérience de sortie de corps négative. C'est-à-dire que Nicolas Fraisse est effectivement sorti de son corps,
au lieu de se retrouver, comme il le raconte le plus souvent, dans des lieux agréables, c'est-à-dire soit des lieux avec charge émotionnelle forte qu'il appelle de ses voeux, se recueillir sur la tombe de sa grand-mère ou se rendre chez quelqu'un qu'il aime, enfin, en général c'est là où le conduit ces OBE, ou alors dans l'espace avec des visions incroyables et magnifiques de lieux que nous ne connaissons pas. Donc lui vit habituellement ça, et une fois il fait une OBE négative, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans le noir, et pendant toute une période, Nicolas Fraisse a refusé d'y retourner parce qu'il était terrorisé. Il ne voulait plus faire d'OBE, il voulait arrêter toutes les recherches, etc. Et en fait, l'accompagnement par Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier lui a conduit à accepter d'y retourner et de travailler dessus. Et en se faisant guider par la voix, il est arrivé à introduire une lumière dans cette expérience négative qui s'est muée en expérience apaisante. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des des EMI négatives, on peut s'attendre à ce que, comme pour les expériences d'OBE sur lesquelles on est plus avancé maintenant, sur ce point-là, comme pour les OBE négatives, l'étape négative ne soit qu'une étape du processus. Voilà. Donc, voilà. En fait, je dis tout ça, je fais cette parenthèse, pour pas vous vendre du rêve là en vous disant ouais voilà après la mort c'est merveilleux, toutes les recherches vont dans le sens de non, et je tiens à ce que mon exposé est quand même quelque chose d'un petit peu complet. Voilà, alors voilà qui est Raymond Moody, et maintenant je vais aborder un petit peu la question de sa conférence à la Mutualité en février 2015 et pourquoi elle m'a tellement interpellée. Raymond Moody ce jour-là nous explique que il a constaté que parmi les gens qui étaient morts et qui étaient revenus, évidemment les termes sont imparfaits, ceux qui rapportent une EMI, c'est-à-dire les étapes dont on a parlé, sont en proportion beaucoup plus forte dans certaines catégories de la population. Les enfants de moins de 7 ans, les artistes et les personnes qui font de la méditation ou des pratiques spirituelles. Et en fait, la question qui en a découlé pour lui est la suivante. Est-ce que finalement, tous ceux qui meurent ne font pas ce parcours-là, mais il y en a qui ne s'en souviennent pas parce que leur cerveau n'est pas suffisamment configuré pour percevoir et surtout ramener. Et là, bon, je vais développer tout ça. Mais c'est la même chose, enfin moi l'équivalent que j'ai trouvé pour expliquer ça, c'est, pour mettre des mots dessus, c'est l'expérience du rêve. Vous savez, finalement, on est sûr de tous rêver. Là maintenant, il y a eu plein d'expériences avec des électroencéphalogrammes, des observations du sommeil sur des mois, sur plein de cobayes. Bon, on sait que tout le monde rêve. Mais vous savez peut-être dans votre entourage, moi j'en ai en tout cas ça se trouve, on peut en trouver, des gens qui disent « moi je ne rêve pas ». Ou en tout cas des gens qui pensent avoir une activité onirique beaucoup plus faible que d'autres. Eh bien, le postulat de Raymond Moody serait le même pour les EMI. Est-ce que de la même manière que tout le monde rêve, mais seulement certains ont une vie onirique suffisamment dense pour pouvoir détailler le contenu de leurs rêves, est-ce que de la même manière, tous les gens qui meurent ne partent pas dans le processus qui est décrit par certains de ceux qui en reviennent? Et du coup, ça répondrait à la question pourquoi tous les gens qui meurent et qui reviennent ne racontent pas avoir vécu de MI? Donc le postulat, mais là on est vraiment en train de tâtonner, puisque Raymond Moody c'est quand même un des... Il y a Pim van Lommel, il y a plein d'autres qui travaillent sur ces sujets. Je vais recevoir à l'IEPDEX Aminata Bissego, dont je vous ai parlé, qui fait ses recherches là-dessus, enfin qui est chercheur là-dessus, qui est dans l'hôpital de Bruxelles, si mes souvenirs sont bons. Donc j'en saurai plus, mais en tout cas, à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, Raymond Moody est quand même ce qui se fait de plus poussé, enfin, est l'un des plus avancés dans la recherche sur les EMI, et son postulat, c'est que, sans doute, enfin, son postulat, c'est que tout le monde ferait des EMI.
Et partant de là, il s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces catégories qui rapportent plus facilement ces expériences? Qu'est-ce qui fait leur différence par rapport à ceux qui ne rapportent pas d'expérience de mort imminente? C'est-à-dire qu'ils vivent la mort et en reviennent, mais ils ne disent pas « j'ai vu des trucs incroyables, j'étais dans un tunnel de lumière ». Alors, pourquoi ce sont beaucoup plus les enfants de moins de 7 ans, les artistes, et globalement ceux qui font de la méditation pour caricaturer? Pourquoi? Et il s'est interrogé là-dessus. Alors, je voudrais parler de cette catégorie des enfants de moins de 7 ans, parce que là aussi, on se met à mettre le doigt sur quelque chose qui était de l'ordre du constat, avec ce qu'on appelait l'âge de raison. On est en train de passer de ce constat, oui, il y a un âge où les enfants changent, à quelque chose qui est en train d'être compris scientifiquement parlant, et utilisé scientifiquement parlant, et c'est ce dont on va parler. En fait, comme vous l'avez sans doute observé sur vos propres enfants, ou sur les enfants des autres, ou sur les enfants en général, de toute façon c'est toujours les enfants de quelqu'un a priori, à 7 ans, les enfants changent, et jusqu'à 7 ans, ils sont un petit peu désinhibés du rationnel. Donc eux, ils ne sont pas désinhibés, ils sont juste pas encore inhibés par le rationnel. Donc ils sont désinhibés de l'irrationnel, ils n'ont pas encore été inhibés par la raison. Et du coup, ils vous racontent le contenu d'un dessin animé sur le même plan que quelque chose qui se passe réellement dans leur vie. Quand vous leur racontez une histoire, ils la vivent comme quelque chose de réel. Et à 6-7 ans, ils commencent à dire « Maman, est-ce que les fées, ça existe vraiment ?» etc. Et je me rappelle d'un soir où j'étais dégoûtée parce que j'avais super peur avant de m'endormir, donc je devais avoir cet âge béni. Et j'avais dit à ma mère pour me rassurer, maman, est-ce que les sorcières existent? Elle me dit, mais non, ma chérie, ça n'existe pas. Maman, est-ce que les monstres existent? Mais non, ma chérie, ça n'existe pas, dors tranquille. Ouf, alors les loups n'existent pas. Si, ma chérie, là, j'ai pas dormi pendant 3 semaines. Donc, voilà, il y a des pièges. J'étais terrorisée aussi par le marchand de sable. On m'avait dit, bah oui, c'est un monsieur qui va tu vois, tes paupières vont être lourdes de sable. Et moi, je voyais un gars qui allait m'ouvrir l'œil et qui allait vider sa benne à sable, là, sur moi. Ça me... Bon, bref, donc je suis toujours pas très bien cloisonnée sur la question rationnelle-irrationnelle. Mais ça a ses charmes. Mais en tout cas, c'était déjà dans mes préoccupations premières, comme ça l'est pour beaucoup d'enfants. Et donc, pour moi, un loup et une fée, c'était pareil. Et quand on m'a enlevé la fée, on m'a enlevé forcément le loup, puisque c'était tout ce qui terrifiait les enfants. Bah, ça, je m'en souviens dans mes entrailles, quoi. C'est pas juste un souvenir que mes parents m'ont raconté. Et c'est vraiment ce passage, en fait. Après, oui, les enfants font la différence entre la réalité et la fiction, mais il y a vraiment ce cap des 7 ans. C'est d'autant plus intéressant que les les pédopsychiatres constatent aussi qu'on apprend sur les familles, par le biais des enfants de moins de 7 ans, des choses incroyables. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est pas juste la vérité sort de la bouche des enfants, dans genre pourquoi j'ai vu tata et papa dans la cuisine. Voilà, c'est pas juste ça. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Je pense à Bruno Clavier. Alors je sais pas si vous connaissez Bruno Clavier, qui travaille en psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie, alors il y a des noms très connus. Il y a Abraham et Torok, il y a Anne Ancelin-Schützenberger, qui est très connue pour son ouvrage, qui est quasiment un best-seller, Aïe mes aïeux. Et elle a développé la notion de syndrome anniversaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. En gros, elle a montré que des fois, on peut constater que quelqu'un à qui il arrive quelque chose le jour J, c'est en célébration de quelque chose qui s'est passé dans son arbre généalogique et dont il n'a pas connaissance dans les générations précédentes. Alors, l'exemple qui me reste de cet ouvrage, c'est un exemple assez terrible. C'est l'histoire d'une jeune femme au Canada, une adolescente de 13 ans, qui fait une mauvaise chute
et à qui il arrive un accident extrêmement étrange. Elle se fait, donc elle dévale une pente, un poteau scié était enneigé, et elle s'empale dessus, littéralement. Donc c'est horrible. Et donc elle est conduite à l'hôpital. Donc c'est bien, elle a 13 ans et quelques jours. Et évidemment, on lui fait faire tous les examens nécessaires. Et les médecins disent à sa mère, c'est miraculeux. Aucun organe vital n'a été touché alors qu'elle a été transpercée de l'intérieur en fait. Il y a juste son hymen qui a été déchiré. Et là, la mère blêmit parce que alors le raccourci évidemment c'est beaucoup, là il est un peu radical, tout est beaucoup plus nuancé si vous lisez le bouquin. Mais sa mère vous fait le lien immédiatement avec le fait qu'elle-même a été violée à l'âge exact, voire le jour exact du jour de l'accident de sa fille. Donc en fait, elle s'est fait empaler et seul l'hymen a été déchiré. Donc ça fait étrange, quoi. Il y en a aussi tout est dans son bouquin, mais il y a aussi les gens qui déclarent une maladie et qui se font opérer tel jour. Et un médecin demande innocemment, il y a ce genre de maladie dans la famille? Non, je crois pas. Donc le gars ou la personne fait des recherches et il tombe sur le dossier médical d'un ancêtre avec la date de l'intervention et c'est la même. Donc syndrome anniversaire, ça veut dire que dans nos corps, notre corps exprime des choses dont nous n'avons pas conscience. Donc il sait des choses que nous n'avons pas conscientisées et que nous ne savons pas, auxquelles nous n'avons pas accès par notre cerveau, parce que je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé dans la vie cachée de mes ancêtres, en principe. Voilà, la plupart du temps. Voilà, donc voilà une brève approche du champ de la psychogénéalogie. Et en fait, Bruno Clavier, qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Les fantômes familiaux », raconte qu'avec les enfants de moins de 7 ans, on arrive à dénouer des histoires de famille incroyables. Parce que les enfants expriment des symboles qui n'ont aucun sens pour eux spécifiquement, mais que quand on connaît un petit peu l'univers symbolique des enfants, on peut décrypter. Alors après, il y a la question de l'ethnopsychanalyse, etc., avec Devereux, Tobin-Nathan, etc. Je ne fais pas la parenthèse, mais il y aurait toute cette veine à explorer. En tout cas, lui raconte des cas où, par exemple, on amène une petite fille qui fait tel genre de caprice handicapant pour aller à l'école, je ne sais pas trop quoi. Donc il fait dessiner l'enfant et par interprétation des dessins de l'enfant, il arrive à dire aux parents voilà, apparemment il y a 7 ans, madame a fait une fausse couche et c'est ça qui bloque votre enfant. L'enfant n'a jamais dit ça, mais il y a 7 étages à la maison, voilà, tout est en univers symbolique, et tout est encrypté. Alors, il y a encore des trucs plus fous, hein. Je ne sais pas si vous connaissez les recherches de Romuald Le Terrier. C'est dingue, en fait, dans son dernier écrit, qui s'appelle « Se souvenir du futur », donc c'est tout un programme, c'est une exploration que j'adore, mais il postule, et il n'est pas le seul, que, vous savez, les bonshommes grenouilles que font nos enfants, quoi, quand c'est leur premier dessin, une grosse tête, avec des espèces de petits trucs mal définis autour, qui dessinent en fait des choses cellulaires. Rencontre ovules spermatozoïdes, univers embryonnaire cellulaire, enfin des choses en fait. Et dans le livre, alors on peut toujours surinterpréter, hein, mais encore une fois, je vous donne des pistes, je ne veux pas du tout penser à votre place. Mais comme je parle souvent de références pas très connues, je me sens légitime de les dire. Ça ne veut pas dire que j'y crois dur comme fer à ces références, c'est juste qu'elles m'ont interpellée. Et qu'au lieu de vous faire une tartine sur la Martine, ça rime, je préfère vous permettre de vous dire, bah tiens, est-ce que j'ai envie de le lire, ce truc dont j'ai jamais entendu parler? Voilà, et donc il montre des superpositions d'images entre des dessins de très jeunes enfants et des organismes cellulaires. Et on peut se contenter de se dire c'est amusant, on peut aller jusqu'à dire c'est troublant, en tout cas, pour moi, c'est interpellant. Vous savez aussi que Françoise Dolto disait que les enfants étaient télépathes, c'est-à-dire que c'était pas juste dans l'interprétation des signaux envoyés par les parents qu'ils savaient que maman avait une peine de cœur, mais qu'ils savaient des trucs très précis sur l'intériorité cachée en général et secrète de leurs parents. Et donc tout ça fait assez sens. Donc Bruno Clavier, Françoise Dolto, toute cette veine sur les enfants de moins de 7 ans. Alors là, pareil, c'est pour vous ouvrir des perspectives parce que les Américains sont quand même assez différents que nous par rapport à leur recherche universitaire.
Et donc, à l'Université de Virginie, il y a des chercheurs sur les vies antérieures. Alors, ça fait hurler les Français, bien sûr, je comprends. N'empêche qu'il s'agit de rassembler des données, de comparer les données, de superposer des données. Il ne s'agit pas de dire « je crois aux vies antérieures et je vais le prouver ». Donc, il y a quand même une respectabilité de la démarche. Et donc, celui qui a écrit les ouvrages les plus récents sur les vies précédentes des enfants, je ne sais plus comment il appelle ça, mais il s'appelle Jim B. Tucker. Et il poursuit les recherches d'un certain Stevenson. Donc, c'est la recherche sur les vies antérieures des enfants. Et il explique pareil qu'en fait, avec les enfants de moins de 7 ans, ils sont arrivés à obtenir des cas résolus de réincarnation. Alors, qu'est-ce que c'est un cas résolu de réincarnation selon Jim B. Tucker? C'est quand vous donnez naissance à un charmant rejeton et vous dites « Ah, mon fils, ma fille » ou « mon fils », peu importe. Et donc c'est un fils « Ah, mon fils » et que lui, dès qu'il en âge de parler, il fait « Ah, c'est pas toi, ma maman !» Quoi? Et qui dit non, ma maman, elle est pas rousse, elle est blonde, ma maison, elle est rouge. Et en fait, en général, les parents disent mais tais-toi, là, t'es juste en train de nous gonfler, en fait. Tu vas arrêter tout de suite. Je sais quand même d'où tu viens. Je m'en souviens. C'était douloureux. Donc, il y a... Pardon pour l'anecdote. Bon. Donc, les cas de réincarnation dit résolus par Jim B. Tucker, c'est quand les enfants, finalement, les parents à bout de nerfs amènent l'enfant consulter et que la personne consultée, au lieu de dire « arrête de dire des bêtises » ou de dire « c'est du langage symbolique », dit « bah vas-y, dis-moi tout ». Et le gamin, du coup, il dit c'est au numéro 206, c'est une rue comme ci, comme ça, la maison est comme ci, comme ça, les arbres sont comme ci, comme ça, bon. Et du coup, au bout d'un moment, ils disent allons-y gaiement. Et là, toc toc toc, oui, qui est-ce? Maman! Voilà, et au bout d'un moment, donc après discussion, ça perturbe tout le monde en fait, hein, sauf le gosse. Donc ça perturbe tout le monde et on apprend effectivement que ce couple a perdu un enfant en bas âge, blablabla, qui s'appelait machin. Et donc l'enfant a dit, moi je m'appelle pas, je sais pas, c'est plus Théo, comment ils s'appellent maintenant les enfants? Gabriel, il y a plein de Gabriel, on va dire Gabriel, Baptiste, tout ça. Donc, je m'appelle pas Gabriel, je m'appelle Sacha. Et en fait, en général, ils arrivent dans une famille où ils ont perdu un petit Sacha. Voilà. Donc ça, c'est ce que... Donc, peu importe, encore une fois, enfin, peu importe, c'est très important. Mais vraiment, je sais pas si j'y crois, c'est juste quand je lis ça, ça m'interpelle, ça me chamboule, ça m'invite... Ça m'incite, ça me donne envie d'aller voir plus loin, de me poser encore plus de questions. Donc c'est bénéfique pour moi, donc je redistribue les richesses. Mais je vous dis pas, mais ça a été prouvé, les vies antérieures existent. Non, j'en sais pas plus que vous, à vrai dire, mais je me renseigne. Voilà. Donc Jim B. Tucker et Stevenson ont vraiment montré qu'avec les enfants de moins de 7 ans, s'ils sont entendus et écoutés, les histoires qu'ils racontent sont d'une précision époustouflante et que des fois, alors imagination ou pas, coup de chance, j'en sais rien, mais quand même ça a été relativement systématique pour interpeller, il y a des cas résolus. C'est-à-dire, bon, finalement, tout le monde se fait à la situation, genre, ok, cette famille a perdu un petit Sacha, tu as visiblement une connexion avec ce petit Sacha, on va pas t'interdire de fréquenter ces gens puisque eux, ils ont l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui les bouleversent chez toi et que toi, tu as besoin de les voir. Et nous, on est tes parents biologiques, on s'y adapte, mais on est là aussi. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées, mais c'est très, très étrange. Donc, tout ça pour dire que les enfants avant 7 ans, donc, il nous vient de la nuit des temps. Cette expression, enfin, elle ne doit pas être si vieille que la nuit des temps, mais cette expression de l'âge de raison. Et il y a effectivement en psychologie pas mal d'études qui montrent que c'est pas juste un petit changement, quoi. C'est vraiment que l'enfant, apparemment, naît avec des facultés qui ne sont pas utiles pour le monde matériel dans lequel ils évoluent, donc qu'ils lâchent peu à peu. Et puis en plus, nous, on les brime considérablement sur ces domaines-là. Mais qu'ils ont, donc nous on considère qu'ils sont pas finis, quoi, qu'ils confondent tout, on met ça en termes négatifs,
mais il y a pas mal de veines de la psychologie qui considèrent qu'ils sont bien plutôt dotés de dons, donc dotés de dons, c'est normal, de compétences, de choses, de facultés que nous avons éclipsées et nous-mêmes mis à la poubelle avec le monde rationnel et matériel qui est le nôtre parce qu'elle n'était pas d'utilité immédiate, puisque l'utilité immédiate c'est plutôt la survie, enfin ce qui concerne la survie, ce qui est d'utilité immédiate. Donc on les met rapidement à la poubelle, mais les enfants, voilà, au lieu de considérer qu'ils sont un peu barjots parce qu'ils sont petits, mais c'est rien, c'est des enfantillages comme on dit, bah, peut-être qu'on peut les écouter. Et effectivement, alors je ne dis pas que ma fille dit la vérité, c'est pas une notion qui m'intéresse plus que ça concernant l'anecdote que je vais vous livrer. Mais comme j'avais fait toutes ces lectures, évidemment, j'étais très attentive. Ma petite fille a 7 ans maintenant, donc je suis en plein dedans. J'étais très attentive quand elle était toute petite, à toujours l'encourager à dire la fiction dans laquelle elle était plongée. Quand elle commençait à me raconter quelque chose, je la laissais faire. Et je lui posais des questions. Et elle m'a dit des choses dans le genre qu'elle m'avait choisi. J'ai bien fait de te choisir. Alors je lui disais quand ? Avant. Avant quoi? Bon, et petit à petit, alors il y a des questions auxquelles ils répondent pas parce que pour eux ça veut rien dire, hein. Avant quoi? Bon, comme ils sont décloisonnés, ça n'a aucun sens. Mais je suis arrivée des fois à avoir des conversations hyper dingues, quoi, où je lui disais mais t'étais où avant? Elle me disait je me sentais seule. Et je disais mais oui, mais et raconte un peu, c'était comment? Et elle me dit c'était comme des nuages. Ok. Et puis après, elle changeait de sujet. Enfin, c'était hyper étrange, mais des fois, elle me lâchait des trucs comme ça, des fenêtres en arc-en-ciel. Enfin, j'en sais rien, moi, si c'est de l'imagination ou quoi. Tout ce que je sais, c'est que si vous les laissez, si vous les encouragez, que vous posez des questions, ça va très loin, un gosse. Hein. Voilà. Donc, et apparemment, bah, quand les enfants, avec les termes consacrés, meurent et reviennent à la vie, ils sont beaucoup plus nombreux que les adultes à raconter avoir vécu une EMI. Et là, on peut dire que c'est pas juste qu'ils racontent n'importe quoi, puisque leurs EMI recoupent celles des adultes. Et en plus, ils ont... Enfin, moi, si je fais une EMI et que je dis « Ah mon Dieu, il y a eu un tunnel de lumière, etc. » Ça fait 10 ans que je fais des lectures là-dessus, donc je suis peut-être un peu contaminée. Alors que l'enfant qui a peut-être même pas encore appris à lire, quand il dit... Quand il raconte ça, on ne peut pas dire qu'il a fabulé, quoi. Enfin, on peut toujours le dire, mais il y a cette piste qui est quand même intéressante. Et donc, voilà, les enfants, en proportion pour les gens qui meurent et qui reviennent, ben, la proportion d'enfants qui rapportent avoir vécu une EMI pendant ce laps de temps est plus forte que la proportion d'adultes qui rapportent avoir fait une EMI dans ce laps de temps. Et le récit que font les enfants est semblable quant aux étapes au récit des adultes. Voilà l'idée. Donc les enfants. Ensuite, les artistes. Alors, on va en parler d'eux. Alors, les artistes passent, enfin pour certains, hein, pas tous, mais il y a toute une veine de l'art dans laquelle les artistes se consacrent à toucher du doigt ce qui les dépasse, parce qu'ils se sentent connectés à ce qui les dépasse, et ils veulent en rendre compte. C'est même pas qu'ils veulent, c'est qu'ils ressentent le besoin d'en rendre compte. Et des fois, pour ceux qui ont peu le tempérament artistique, j'en ai dans mon entourage, hein, c'est pas un mal, et qui croient du coup que les artistes c'est juste une posture, je pense qu'il y a plein de moyens intermédiaires pour leur expliquer de quoi il est question. Parce que déjà, la plupart d'entre nous, nous savons que nous rêvons. Et qu'est-ce qu'on fait la nuit? Mais où on va, quoi? Où on va? Alors oui, Freud a dit ce sont des résidus diurnes mêlés à nos désirs enfouis, etc. Ok, il a élucidé peut-être 2% du territoire du rêve, peut-être 0,1%, peut-être 50%, on n'est pas encore sur le point de le savoir. N'empêche qu'on trouve normal déjà de plonger dans un profond sommeil 12 heures par jour, nous, matérialistes, etc., pendant lesquels il peut y avoir des poètes dehors, on bronche pas, ou alors on fait un bond, on se colle au plafond tellement ça nous a fait peur, ou quand le réveil se met à sonner, on l'intègre au rêve.
On se dit, tiens, c'est la musique de mon réveil. Pourquoi ce groupe de rock au concert duquel j'assiste dans mon rêve est-il en train de jouer la musique de mon réveil? Et là, panique, là par conscience, tu vas dire, ah merde, mon réveil a sonné, je suis pas debout. Bon, donc ce genre de choses. Donc on passe en fait notre vie, sincèrement, même pour les plus grands matérialistes, les plus convaincus d'être matérialistes, en général ils me font beaucoup rire, mais avec beaucoup d'empathie, c'est qu'on n'est jamais là. Hein. Les neurologues estiment la présence au monde à juste la faculté de ne pas tomber. Donc l'attention que l'on porte au réel, c'est un espèce d'évitement d'obstacles. D'accord? Où vous êtes quand vous conduisez? Vous vous dites consciemment panneau, route, volant, pédale. Non! On passe notre vie terrestre, c'est une vaste transe. Hein. Vous avez beau, enfin, on a beau baigner dans un monde matérialiste, tout est, voilà, ça c'est une table, mes organes, je les connais, enfin, pas intimement, enfin, si quand même, voilà, mais voilà, on est plein de rationalité, on démontre, etc. Mais c'est oublier que notre vie est une vaste fumette, quoi. On passe notre vie en état modifié de conscience. Sylvie Détiolas, qui a aussi travaillé sur les états modifiés de conscience, cette biologiste dont je vous parlais tout à l'heure sur les OBE, dont j'estime beaucoup le travail, dit qu'en fait, le seul non-état modifié de conscience, c'est ce que certains appellent l'illumination, finalement. Et pour nous, c'est un état modifié de conscience. C'est ce que certains, je ne sais pas si vous lisez ou écoutez Eckhart Tolle, bon, ce genre de lecture, enfin, ces gens qui vous... Ou même si vous allez au yoga, tout simplement, ou que vous faites de la méditation, on vous dit le moment présent, le moment présent, le moment présent. Mais parce que, vous le savez, vous êtes toujours projeté ou ramené en arrière, mais vous n'êtes jamais là, quoi. Voilà. Donc, moi, j'aime bien expliquer aux plus matérialistes des personnes que je rencontre qu'ils ont beau être complètement matérialistes, ils ne vivent qu'au maximum 10% de leur temps. Et encore, je suis gentille, je ne veux pas les choquer trop. Enfin, je les choque déjà beaucoup trop. Que ça doit être seulement au maximum des maximums 10% de leur temps où ils sont pleinement matériellement dans un monde matériel, en fait. Bon. Fin de la parenthèse. Donc, nos amis les artistes, pour certains d'entre eux, vont beaucoup plus loin là-dessus et ressentent la nécessité de communiquer aux hommes cette chose incroyable et immense à laquelle ils sont connectés. Du coup, ça donne des trucs, vous savez qu'il y a eu des explorations assez étranges. J'étudie souvent, j'aime bien étudier avec les gens auprès desquels je communique, le tableau de Kupka qui s'appelle « Touche de piano, le lac ». Et c'est un tableau, vous pourrez le regarder, où en premier plan, il y a des touches de piano, à plat, blanc, noir. Et puis, elle se dilue en rectangle bleu qui devient un lac sur lequel flotte un bateau. Donc, il y a déjà une perspective qui ne fonctionne pas. Et j'explique toujours que ce tableau, pareil, c'est un oxymore aporétique. C'est-à-dire qu'en fait, le piano, c'est sonore, mais il est peint, donc on ne l'entend pas. Et il se mue dans un lac qui inspire le silence. Donc en fait, vraiment, on accède à autre chose parce qu'à force de retourner comme une crêpe le sensoriel, on arrive à comprendre qu'on touche du doigt l'inconcevable. Donc c'est un petit peu, bon, c'est un de mes tripes, vous l'avez compris. Évidemment, vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle les poètes voyants. Enfin, il y a un cours en général qu'on fait au lycéen sur les poètes voyants. Rimbaud, Hugo, Baudelaire. Alors que, bon, il n'y a que Rimbaud, je crois, qui a dit qu'il était voyant. Hugo avait une haute estime de lui-même, donc il devait se prendre... Il devait penser qu'il était voyant. Je ne sais pas si vous voyez les images Victor Hugo parlant à Dieu. J'adore, c'est son gendre qu'il a pris en photo. Donc j'adore imaginer la séance photo, quoi. Prends-moi en photo pendant que je parle avec Dieu. Bon. Très bien, mais très bien parce que sincèrement, les gens qui parlent avec Dieu, ça me dérange pas du tout, enfin ça me choque pas du tout. En revanche, se faire photographier parlant avec Dieu pour la postérité, ça, le mec m'impressionne. Et ça marche en plus, puisque c'est la photo qui est dans les manuels scolaires, on adore. Bon, quoi qu'il en soit, on appelle ça les poètes voyants. Prenons Rimbaud, les expérimentations verbales de Rimbaud. On est toujours devant avec la mâchoire décrochée en se grattant la tête. On ne sait pas ce qu'il lui a pris. Vous connaissez sans doute le poème Alphabet, où il prend les lettres, il leur donne une couleur. Donc c'est un poème complètement synesthésique.
Une synesthésie, syn, ce qu'il y a dans sympathie, etc., c'est avec. Sum pathos, c'est souffrir avec, la sympathie, avoir de la sympathie pour quelqu'un. Sthésie, c'est les sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat, mais on en a plein d'autres en fait. On n'a pas que 6, ce serait tellement triste. Voilà. Donc, et la synesthésie, c'est tous les sens pris ensemble. Et donc en fait, c'est par exemple, donc là je passe à Baudelaire, enfin je fais un petit saut vers Baudelaire, mais on est toujours dans voyelle, pas alphabet, je suis pas voyelle. Chez Baudelaire, il y a cette phrase, dans Correspondance d'ailleurs, Correspondance c'est entre l'ascensionnel et le terrestre, enfin, le haut et le bas, le divin, le matériel comme on veut. Et il dit, il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme des hautbois. Donc, des parfums frais, on l'emploie tout le temps cette synesthésie-là, mais des parfums frais, un parfum, c'est une odeur, quoi. Ça sent la fraise, ça sent mauvais, ça sent la poubelle, ça sent bon, ça sent... Voilà. Mais des parfums frais, ça sent le frais. On le dit pourtant. Mais ça veut rien dire. L'odeur de la fraîcheur, c'est quoi? Vous pourriez... C'est très amusant. Bon. Donc des parfums frais comme des chairs d'enfant. Donc parfum, fraîcheur, donc chair d'enfant. Doux comme des hautbois. Donc des parfums doux. Donc des parfums doux, pareil, le parfum c'est l'odorat, c'est pas le toucher. Donc des parfums doux, c'est encore une autre sensorialité. Doux comme des hautbois, c'est auditif, sonore. Donc là, on a un truc complètement polysensoriel et il nous fait accéder à une autre réalité. Ici, la table est rugueuse, je sens le rugueux de la table avec mes doigts. Mais là, j'ai du mal à dire ce que sent cette table. Mais il y a un truc qu'on faisait quand on était ado, ça s'appelait les portraits chinois. Et on disait, si t'étais une odeur, tu serais quoi? J'adore faire ça, moi. C'est le monde dans lequel je vis beaucoup plus que de dire, oh, cette table, elle n'est pas tout à fait rectangulaire, ce qui m'ennuie, mais terriblement. Bon, suffit. Voilà, et en fait, ce qui me ravit, c'est que donc, ces poètes voyants, peu importe qu'on les appelle voyants ou quoi, mais en tout cas, cette veine de poètes ou d'artistes qui ont cherché... qui ont senti quelque chose qui les dépassait et qui ont essayé de le rapporter à d'autres parce que pour eux c'était une expérience incroyable, ils utilisent beaucoup les synesthésies. Et je vous parlais tout à l'heure de Yogananda et je vous disais qu'il raconte dans son autobiographie que son ancien maître, Sri Yukteswar, est revenu après sa mort. Pareil, je ne vous demande pas d'y croire, je vous dis juste pourquoi je vous parle de ça. Pour lui dire où il était maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passait après la mort, en fait. Et il raconte qu'en fait, il y a plusieurs étages, dans nos mots à nous. Donc, nous, on est dans le monde matériel, qu'après, il y a le monde astral, et qu'après, il y a le monde causal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au yoga, ou à la méditation, ou je ne sais pas quel espace vous fréquentez. Il y a des représentations de l'homme assis en tailleur avec différentes couleurs autour de lui, comme son aura en fait, mais avec différentes strates. Et en fait, vous savez que dans cette pensée-là, il y a le corps physique, mais aussi le corps astral, le corps causal, le corps éthérique. Alors ça peut avoir d'autres dénominations, d'autres classifications, ça c'est pas ça l'important. Et donc en fait, ce que raconte Sri Yukteswar à Yogananda, reprend ces catégories-là. Et donc il dit, là, moi, je suis dans le monde astral, et le monde astral est un intermédiaire entre le monde physique et le monde causal, et tout gagne sans cesse en fluidité. Et il explique que, voilà, que là, nous, on a un corps, que c'est la marque, en fait, qu'on a encore des désirs inassouvis qui n'ont pas été purgés dans notre karma, enfin, il y a toute cette idée-là. Et que dans le monde astral, on a à peu près le corps qu'on a dans les rêves. Vous savez, j'étais là, et puis tout d'un coup, j'étais dans un autre endroit. C'est la volonté qui décide du lieu. Et en fait, cette volonté qui décide du lieu, c'est ce qu'on retrouve dans le cas Nicolas Fraisse, étudié par Sylvie Détiolas, c'est ce qui se passe dans les OBE, dans les sorties de corps. C'est le désir d'aller, lui, il avait beaucoup d'affection pour sa grand-mère qu'il avait perdue, c'est le désir d'aller visiter sa tombe qui l'amenait directement sur sa tombe. Bah ça, ce serait ce que raconte
Sri Yukteswar sur l'espace astral, et il y aurait un espace causal où l'individualité encore pensée ne se penserait quand même que comme l'appartenance à un tout qui serait une espèce d'immense source de lumière. Voilà. Et ce qui m'intéresse là-dedans, ce pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que dans ces révélations de Sri Yukteswar à Yogananda, c'est aussi les synesthésies qui reviennent. Et il dit que les êtres astraux peuvent voir par les oreilles. Alors j'adore cette phrase, enfin, elle m'a énormément marquée parce que c'est anti-poétique au possible et en même temps c'est du Baudelaire sans poésie en fait, on va dire ça comme ça. Voilà, les êtres astraux voient avec leurs oreilles. Ouais, c'est mieux de dire, enfin c'est un petit peu plus joli de dire il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme des prairies, je crois la suite. Donc c'est un petit peu plus poétique de le dire comme ça, mais voir avec ses oreilles, ça marche aussi, c'est synesthésique. Donc il y a cette approche artistique de dépasser l'humain par la convergence impossible de ses sens dissociés. Et ça, on l'a que ce soit dans la poésie qui s'attache à l'ascensionnel, ou que ce soit dans les révélations mystiques en fait. Voilà. Et pour ces artistes, donc je reviendrai aussi évidemment, je ne sais pas si vous connaissez, bon, musique de toute façon, à partir du moment où vous avez muse dedans, c'est quelque chose inspiré d'on ne sait où. Pourquoi on a des airs qui nous trottent dans la tête? Qu'est-ce qui fait qu'un compositeur compose? C'est quand même énorme cette histoire-là. J'ai toute une théorie là-dessus, mais je vois que j'ai parlé depuis longtemps, donc je vais enchaîner. Mais plein de choses à dire. Et en fait, il y a tout un monde de la musique qui a conscientisé ça. Je ne sais pas si... Enfin, vous devez connaître le groupe The Doors, avec Jim Morrison et tout ça, qui s'appelle les Doors parce que Jim Morrison lisait The Doors of Perception de Aldous Huxley et à l'époque des Doors, il y avait Maharishi Mahesh Yogi qui est aussi un Indien venu en Occident, qui a donné lieu à tout un mouvement appelé la méditation transcendantale, à une forme de méditation qu'il a répandue dans l'Amérique et largement en Europe également. Il y a encore un centre français qui forme pour que plus de monde soit formé. Et tout ça est lié, c'est-à-dire que dans la méditation transcendantale, telle que présentée par Maharishi Mahesh Yogi, peu importe le nom, mais il y a l'idée que par la méditation, on arrive à un autre monde. Et Jim Morrison a voulu appeler son groupe les Doors, parce qu'il disait, il y a le monde, il y a ce qu'on ne connaît pas, et entre les deux, il y a notre musique. Donc on est en plein dedans, quoi. Il y a vraiment, voilà. Donc les artistes ont cette espèce enfin, il y a une veine artistique qui consiste à essayer de capter et de rendre au monde physique, matériel et humain ce qui a été capté de ce qui le dépasse. Et c'est un petit peu la base des arts, on va dire. Voilà. Alors, du coup, voilà ce qui expliquerait que les artistes, les méditants et les enfants, pour faire bref, aient ce décloisonnement qui permet d'approcher le territoire de la mort et qui fait que du coup, il serait peut-être, selon Raymond Boudy, possible d'explorer le territoire de la mort si on se décloisonnait mentalement suffisamment pour ne pas que notre cerveau en automatique jette dans les poubelles de l'oubli l'expérience qui a été faite. Puisque plus les gens qui sont morts et qui sont revenus sont matérialistes, moins ils rapportent d'EMI, et plus ils ont un décloisonnement ou une ouverture spirituelle, émotionnelle, avec quelque chose qui nous dépasse, plus les récits d'EMI sont fréquents. Alors justement, du coup, la question que pose Raymond Moody, c'est comment lutter contre les automatismes du cerveau. Alors, ça, voilà, ça me bouleverse. J'en suis plus très loin de la fin. Voilà. Donc ça m'a tellement interpellée. Il s'interroge sur, voilà, qu'est-ce qui fait que certains ne se souviennent pas d'avoir vécu une EMI selon le postulat selon lequel toute personne qui meurt et qui revient fait une EMI, qui est le postulat de Raymond Moody. Et en fait, ce serait lié aux automatismes du cerveau. Alors avant d'entamer mon petit couplet sur les automatismes du cerveau, si vous êtes d'accord, je vous ferais bien faire une toute petite expérience, très 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 anodine. Est-ce que vous êtes d'accord? Super.
Alors, pour la conduire, il faut que vous jouiez le jeu, c'est-à-dire soit vous gardez les yeux ouverts et vous participez pas, soit vous fermez les yeux et vous participez. Donc vous fermerez les yeux quand je vous le dirai. Vous pouvez garder les yeux ouverts pour l'instant. Donc c'est totalement anodin. Je vais demander à ceux qui veulent de bien vouloir fermer les yeux quand je le dirai. Et en fait, j'en désignerai un. Alors du coup, il faut que vous preniez connaissance de la couleur de votre vêtement principal. Voilà, et je vous désignerai comme ça. Et si vous vous reconnaissez, vraiment jouez le jeu, c'est-à-dire ouvrez les yeux, lisez ce que je vous donne à lire, sans passer par la case cerveau. Ouvrez les yeux et lisez. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Si vous sentez que vous êtes en train de réfléchir, ne dites rien, faites-moi signe que non, et les autres gardent les yeux fermés jusqu'à ce que je leur dise de les ouvrir. Ok? On y va. Fermez les yeux. Je vais demander juste à une seule personne d'ouvrir les yeux, les autres gardent les yeux fermés. Cette personne à qui je demanderai d'ouvrir les yeux va lire à haute voix immédiatement après après avoir ouvert les yeux, ce que je tends devant elle. Alors, je demanderai à la femme en vert, avec un collier vert, d'ouvrir les yeux et de lire immédiatement sans réfléchir. Il va à la plage. Maintenant, tout le monde peut ouvrir les yeux. D'accord, c'est-à-dire que vous avez eu le temps, je le montre quand même, pouf. Vous avez eu le temps de le lire et vous lisez, il va à la plage. Voilà! Mais il faut un petit temps, hein? Voilà. Alors, ça fait 5 fois que je fais l'expérience avec les amphis à l'endroit où je travaille. Il y a entre 100 et 200 étudiants, donc ça marche à chaque fois. Et en général, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais pourquoi il y a écrit quoi ?» Donc 10 minutes plus tard, qui fait « Mais j'ai pas compris votre truc !» Il y a quelqu'un qui me dit « Mais il y a 2 fois là !» Voilà, donc il y a écrit « Il va à la plage ». Et donc, je suis pas en train de de vous démontrer l'existence d'une vie après la vie par une expérience. Et ben voilà, il y a une vie après la vie. Rien à voir. Mais en gros, c'est pour vous montrer que votre cerveau est un coquin. C'est-à-dire que vous lui avez demandé de lire, et lui, il a répondu à la commande « Fais du sens. Fais le sens le plus fluide pour moi. » C'est génial. Et du coup, ça veut dire, si on adapte ça à notre quotidien, ça c'est une toute petite expérience, mais qu'on rétablit de la fluidité en permanence dans notre vie. Mais si on décloisonne tout, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Bon, donc là, effectivement, je vais un petit peu vite parce que je ne voudrais pas vous prendre que ça finisse en prise d'otage. Mais c'est une question qui me passionne. En fait, donc, votre cerveau fonctionne largement en automatique. Pour vous donner une idée aussi, quand je faisais ma thèse sur l'indicible, comme je vous ai dit. Donc j'écrivais tout le temps le mot indicible, indicible, indicible. Et une fois, il me le souligne en rouge, mon correcteur orthographique. Je me dis, mais il est con ou quoi? Il a écrit indicible. Je le relis, je l'imprime, je le relis, je fais, mais ah! Et puis, au bout d'un moment, je comprends qu'il y a écrit indible. Mais j'ai mis Voilà, et je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir un truc souligné sur votre ordinateur, vous ne voyez pas ce que c'est, vous faites confiance à l'ordinateur, vous lui dites « corrige », et vous ne savez pas ce qu'il a corrigé, mais effectivement, vous ne voyez pas où a été votre faute, vous ne voyez pas quelle correction a été faite, mais il n'y a plus le trait rouge dessous. Et ça, c'est votre cerveau qui vous empêche de voir. Moi, de prendre conscience de ça, des fois, donc soit ça m'angoisse, soit ça m'émerveille, enfin en tout cas, je ne trouve pas ça anodin du tout, quoi. C'est ce qui fait aussi que vous et moi, on ne voit pas d'ovnis, on ne parle pas avec des extraterrestres, etc. C'est pour ça aussi que je suis assez bienveillante à l'égard de ceux qui voient des ovnis et qui parlent à des extraterrestres, parce que j'en sais rien. Ça m'est pas arrivé, hein, voilà. C'est un sujet délicat. Mais donc ça ne m'est pas arrivé, mais il y a quand même une réaction hyper brutale vis-à-vis des gens qui disent avoir vu des ovnis, par exemple. Mais je suis beaucoup plus certaine que je transforme tout ce qu'il y a d'étrange dans mon monde en réalité fluide pour moi et sensée, que je ne m'ouvre aux bugs de la réalité. J'en suis certaine. Donc après, il y a peut-être des gens qui racontent n'importe quoi, j'en sais rien. Mais voilà un petit peu la démarche. Alors du coup,
est-ce qu'on peut lutter contre ces automatismes du cerveau? Et la réponse est oui. Et c'est magnifique. Alors, déjà, l'exemple que je prends, donc je reprends mon exemple du rêve lucide. Je vous expliquais, alors, déjà du rêve. Je vous expliquais qu'il y a des gens qui disent « je ne rêve pas ». Et il y a des gens qui, toutes les nuits, font des voyages incroyables et ils vous racontent des trucs pas possibles. Bon. Et moi, on m'avait parlé du rêve lucide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le rêve lucide. C'est une pratique onirique, consciente, qui peut avoir des résultats concrets, souvent recherchés, pour une application dans la vie diurne, donc réveillée. La NBA l'utilise pour ses joueurs de basket. Donc le rêve lucide, c'est vous allez dans l'espace du rêve et une fois que le rêve vous propose un truc, vous continuez dans le sens du rêve en lui proposant le truc conscient que vous voulez bosser. Et du coup, je schématise évidemment, mais l'espace onirique devient une espèce de training, c'est-à-dire un lieu d'entraînement. Et par exemple, les joueurs de la NBA ont appris la pratique du rêve lucide pour pouvoir ajuster leur panier dans leur sommeil. L'angle de tir, la précision du tir, etc. Moi, j'ai bossé des problématiques familiales en rêve lucide. Je m'endors en me disant, cette nuit, pendant mon rêve, je voudrais avancer dans la relation que j'ai avec un tel, avoir des réponses, prendre conscience de certaines choses. Je voudrais le travailler cette nuit. Et quand je verrai mes mains dans le rêve, je pourrais aborder ça. Donc c'est se donner un repère conscient dans l'inconscience du rêve pour pouvoir embrayer. Alors moi je suis une quiche en rêve lucide, ça demande une pratique, une grande pratique et je vais vous expliquer l'idée. Alors en fait la première étape pour arriver dans l'espace du rêve lucide, c'est là où je veux en venir, c'est que dans la méthode que j'ai suivie, le formateur disait la première chose à faire, qui est peut-être la seule chose à faire, c'est de déconditionner votre cerveau à tout ce qu'il a comme croyance sur le rêve, Freud, machin, parce que sinon, vous n'allez garder au réveil, grâce à votre docile petit cerveau, que ce qui a du sens pour vous. Donc si je me dis, je sais pas, le rêve, ça sert à rien, je vais pas m'en souvenir au réveil. Ou si je me dis, le rêve m'indique mes désirs refoulés, je veux me rappeler que pendant la nuit, j'ai vécu une scène torride avec quelqu'un dont je tairai le nom. C'est pas forcément réel, ce que je vous raconte. Voilà. Donc, si vous vous dites ça, il va vous revenir la scène torride. Parce que c'est, en fait, sans que vous les ayez besoin de formuler, parce que vous vivez dans cette espèce de chose étrange qui est votre rapport corps-esprit, il y a quelque chose qui a enregistré l'information. Je veux garder ce qui me sert, or ce qui me sert, c'est les informations concernant mes désirs secrets. Donc, décloisonner le rêve, ça veut dire à cette part en soi qui gère le système, cette part inconnue de soi, qui gère la machine, de lui dire, écoute, tout ce qui concerne le rêve m'intéresse. Mais ça, on ne peut pas le dire juste avec des mots, parce que cette part en nous, c'est qu'on ment. Parce que ça ne nous intéresse pas en vrai. C'est très chiant un rêve, je vais vous raconter. C'est très chiant. Et du coup, la pratique, c'est de noter tous ces rêves. Mais au début, donc moi j'ai fait ça, gentiment, pendant 2 mois, je crois. Donc le premier jour, ça me prenait 3 minutes. Et puis au bout de 3 semaines, ça me prenait 42 minutes. Donc ça devenait complètement handicapant pour ma vie de tous les jours, parce qu'au réveil, prendre 5 minutes pour grafouiller, ah tiens, cette scène clé, dingue, il faut que j'y réfléchisse. Mais dire, et là, mon visage a commencé à... C'était pas vraiment se déliter, c'était pas... C'est hyper chiant un rêve, je vous le dis. Quand on n'a pas d'intention sur le rêve, sauf de lui dire qu'il est important pour nous, c'est hyper chiant. Pardon pour mon vocabulaire. Je suis emportée. Bon, donc je me suis arrêtée rapidement dans mon parcours du rêve lucide, parce qu'au bout d'un mois, 1 mois et demi, j'en pouvais plus, quoi, parce que c'est super inintéressant. En revanche, quand j'ai lâché l'affaire, j'ai vu tout de suite que, sans que même que je veuille, quand je me disais avant de me coucher, comme je vous l'ai dit, ah tiens ça, comment je pourrais organiser mon cours de demain, dans mon rêve, il y avait, j'allais prendre des bouquins, et puis le matin je faisais, oh putain, oh mince, c'est une bonne idée de bosser là-dessus.
Et donc au bout d'un moment, j'ai conscientisé, et en faisant le va-et-vient, j'arrive parfois à infiltrer ce que je veux dans mon rêve pour le travailler ou pour le préciser, etc. Tout ce que je veux dire par cette étape-là, c'est qu'il y a moyen de se décloisonner, puisqu'on peut le faire puisqu'on peut explorer le territoire du rêve. Il y a des chances, c'est l'hypothèse de Moody, je vous l'explique avec l'idée du rêve lucide, mais selon moi, c'est pas du tout aberrant qu'on puisse explorer le territoire de la mort. Le truc, c'est qu'il faut quand même commencer par se prendre un bus ou prendre des cachetons. C'est là où ça devient un petit peu délicat, parce que autant rêver, je sais y aller et je sais en revenir, au pire, il y a un bon réveil matin ou un petit coup de pied au derrière pour me motiver, autant la tentative... je me tue pour voir si je vois, comme ça si je reviens, je raconte, c'est un petit peu plus discutable. Mais c'est un petit peu, avec toutes les réserves nécessaires évidemment, et je le dis plus par humour qu'autre chose, ce qu'a décidé de faire Raymond Moody dans son dernier séminaire, pas de tuer les gens, mais de leur faire suivre un séminaire dans lequel il décloisonne leur esprit à tout va. Et donc il les fait bosser, eux, donc c'est la culture anglo-saxonne, donc ils ont les œuvres de Lewis Carroll, donc nous on connaît les dessins animés, les choses qui ont été faites à partir de Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez que le mec était bien décloisonné quand même, Le chapelier fou, vous prendrez bien une demi-tasse de thé, il fait une coupe longitudinale de la tasse et il la remplit. Il y a le ver de terre qui fume et qui fait « Oh, you !» et c'est des lettres qui sortent de sa bouche. Enfin, c'est quand même bien pété de la tête comme truc. Donc, il les abreuve de non-sens, en fait. C'est pour ça que son livre s'appelle « Donner le sens du non-sens » ou « Donner du sens au non-sens ». Et donc, il fait une taxinomie du non-sens, il bosse là-dessus avec ses étudiants. Et alors, je ne sais pas comment raconter cette anecdote sans qu'elle soit choquante, mais en fait, il raconte avec un triomphalisme dérangeant mais compréhensible qu'en fait, il y a un de ses étudiants qui suivait son séminaire qui a eu un grave accident, qui est mort et qui est revenu, qui a rapporté une EMI hyper détaillée, qui permettrait de penser. Évidemment, tout ça, c'est des hypothèses, puisqu'on ne peut pas le tester, puisqu'on ne peut pas envoyer des gens à la mort. Et c'est très bien, je le précise, pour qu'ils en reviennent avec des preuves. Mais en tout cas, lui se dit que plus on crée d'explorateurs potentiels, en fait, d'agents dormants d'exploration du territoire de la mort, plus on a de chances qu'ils rapportent des récits d'expériences de mort imminente, mais aussi qu'ils rapportent de leur expérience de mort imminente des détails encore jamais vus auparavant en termes de précision. Parce qu'un artiste qui vit une expérience de mort imminente, il ne s'est pas préparé à vivre une expérience de mort imminente. Ça implique un décloisonnement différent de celui des arts. Quel est-il ? C'est les recherches actuelles de Raymond Moody. Alors ça fait un petit peu apprenti sorcier, mais je vous rassure, il ne jette pas ses étudiants sous un bus à la fin du cycle pour leur examen final. Mais en tout cas, il mène des recherches en ce sens. L'idée, plus large, étant qui est considérable pour moi, qu'est-ce que l'on voit du réel si on décloisonne nos cerveaux de certains, parce que sinon bien fou, de certains seulement, de ces automatismes passifs. Ce qui me conduit à ma conclusion. Il est temps. Il est plus que temps. Voilà. Donc, Raymond Moody propose une voie pour explorer le territoire de la mort par le biais du dépassement de l'aporie dont je vous ai parlé au début. Ça, c'est bon. Alors, son raisonnement a quelque chose de considérable, surtout qu'on s'inscrit dans un contexte d'hypermatérialisme. Et ce qui me fait tiquer, moi, en tant que littéraire, j'ai une thèse en littérature, mon doctorat, je l'ai passé en littérature, c'est qu'il y a enfin, alors je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou en pleurer, mais une voie pragmatique de revalorisation des arts. C'est-à-dire que nous, on fait des études à Bac+8 de littérature, quoi. Et le monde ne veut pas de nous, on ne sert à rien. Alors on fait, moi je suis prof, et puis à côté j'écris des poésies invraisemblables, je peins des œuvres douloureuses, ça n'intéresse personne. Pas même ma famille, parce que j'ai même pas le talent considérable de quelqu'un d'autre, je ne suis que moi. Donc pourquoi je peins ? Parce que c'est important pour moi. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Non. Voilà. Donc c'est un petit peu la démarche. Mais du coup, maintenant je sais que si je me prends un bus demain, ce qu'à Dieu ne plaise, comme dirait ma mère, donc ce que je n'espère pas, peut-être que je reviendrai en disant « Oh !» Je vais vous en raconter de bonnes sur l'après-vie. Donc je suis très contente de me découvrir cette faculté. Et donc ça pose une question énorme.
qui est finalement celle de l'instrumentalisation de l'art. Est-ce que c'est une bonne chose de se dire, mais bien sûr que donner libre cours à sa créativité, décloisonner, se connecter à des choses qui nous paraissent insensées et qui nous dépassent, les restituer, quelle que soit la pauvreté de nos moyens, etc. Est-ce que c'est merveilleux que maintenant on puisse se dire, ben voilà, ça peut être des explorateurs d'une réalité alternative, ces gens-là, c'est incroyable. Ou est-ce que c'est la mort de l'art? Parce que finalement, on est arrivé à intégrer dans la finalité matérialiste ce qui était du domaine de la libération et de la respiration par rapport à ce carcan. C'est toute la question. C'est d'autant plus important que ça nous laisse entrevoir une possibilité peut-être nouvelle de compréhension de notre siècle. C'est-à-dire qu'on peut se demander si jusque-là, dans le siècle précédent, est-ce qu'on a écarté les arts parce qu'ils étaient secondaires par rapport au matériel ? Ou est-ce que le monde est devenu matériel, voire laïque, parce qu'on y a placé les arts au second rang? C'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Enfin, je suis en transe, je suis désolée, je vais me calmer, mais c'est quand même dingue. Hein. Pour la plupart de mes proches, c'est assez invraisemblable d'arriver à se mettre dans des états pareils pour des questions pareilles. Voilà. Donc, voilà. Donc, je termine sur cette question. Juste comme teaser, parce que j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai lu récemment l'œuvre d'Osho. Alors Osho, c'était un gars qui s'appelle Bhagwan Rajneesh, et qui habitait en Inde et qui est venu en Amérique et qui a beaucoup parlé. Il n'a jamais écrit, je crois, mais ses propos ont été retranscrits, et j'aime beaucoup, jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est une découverte très récente. J'aime beaucoup ce qu'il raconte. Et il parle donc d'une forme de sexualité, ça a l'air d'avoir rien à voir, mais ça a tout à voir, qu'il appelle la sexualité sacrée, et qui est en fait une sexualité sans finalité de pénétration, orgasme, etc. Et il dit, c'est le seul moment où les personnes qui se consacrent à cette pratique, quoi, qui s'y adonnent, découvrent un monde en dehors du monde, où ils sont dans le présent pur et où ils oublient leur ego, leur enveloppe, où ils sont dans une espèce de dissolution. Bon. Et en fait, je finirai là-dessus, je me suis demandé si c'était pas l'approche métaphorique de la mort la plus... Enfin, si ça pouvait pas être pour moi une approche métaphorique de la mort, au sens d'une métaphore qui serait celle de la grande mort par rapport à celle tellement utilisée de petite mort pour qualifier l'orgasme. Je vous laisse avec ça, hein. Je sais que du coup j'ai balancé mon anecdote bizarre à la fin et j'ai senti que ça c'était un petit peu abrupt. Je m'en excuse, mais en tout cas moi ça me travaille, donc j'avais besoin de partager. Donc merci à vous en fait. Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.